Warhammer. Les nains du chaos, par Rick Priestley. Ce mois-ci voit la sortie des premières figurines de la toute nouvelle série des nains du chaos d'Alan Perry. Pour accompagner ces figurines, Rick s'est penché sur l'historique de cette race ténébreuse. Il y a des milliers d'années, les nains émigrèrent vers le nord depuis leur terre natale du sud. Ils se répandirent le long de la haute chaîne connue sous le nom de montagne du bord du monde, suivant les filons de minerais et de pierres précieuses. Les nains s'étendirent sur toutes les montagnes, poussés en avant par leur soif de nouvelles roches et de nouveaux métaux. Pendant des centaines d'années, ils creusèrent des puits, construisirent des cités souterraines et s'enfoncèrent jusqu'au cœur des montagnes pour exploiter de nouveaux tunnels qui les portèrent encore plus au nord. Finalement, en des temps anciens et ténébreux, les nains atteignirent le haut plateau à l'extrême nord des montagnes du bord du monde, qu'ils nommèrent Zorn Uskul, la terre du grand crâne. Là, ils trouvèrent une vaste plaine inhospitalière où l'air était rare et froid et la terre aride. Beaucoup s'en retournèrent vers le sud, renforcer le nombre des nains habitant les montagnes du bord du monde. D'autres partirent à l'ouest vers les terres glacées de la Norska. Mais les plus aventureux partirent vers le sud-est, longeant les lugubres montagnes des larmes. Au début, ces communautés naines éparpillées gardèrent des contacts entre elles. Mais les nains de l'Est s'enfoncèrent encore plus vers l'Orient, et lorsque vint l'ère du chaos, leurs terres furent à jamais coupées du reste du monde. Les nains de l'Ouest pensèrent que leurs cousins orientaux étaient morts, détruits par les marées du chaos venus du nord. Mais ils se trompaient. Le chaos n'avait pas massacré les nains mais avait opéré en eux de funestes changements. Les terres sombres. L'empire des nains du chaos se situe au milieu des montagnes des larmes et dans la région orientale des terres sombres. C'est un endroit triste et austère où la nature a déchiré le sol et a brisé les montagnes. Des volutes de fumée noire qui assombrissent le ciel délavé s'échappent des volcans. Dans les plaines, la puanteur des fosses à goudron et des mares de pétrole planent lourdement dans l'air. La lave s'échappe de larges fissures du sol et recouvre la terre cendreuse d'une couche de magma en fusion. La faible lumière et l'air étouffant des terres sombres ne permettent pas à la végétation de pousser sur ce sol ingrat, si ce n'est que quelques buissons de ronces noires. Les volcans et les profondes crevasses vomissent toutes les richesses du sol, l'or et l'argent, le fer et le cuivre, les diamants et les saphirs, le soufre, le pétrole et le goudron. C'est une terre riche des matériaux tant appréciés des nains. L'empire des nains du chaos. Nul ne sait quand et comment les nains de l'Est devinrent des nains du chaos. Ce fut probablement un long processus de décadence et de déchéance, car les nains sont bien plus résistants à la magie que les autres créatures. Ces nains orientaux connurent cependant la mutation. Leurs instincts de nains fut perverti en un simulacre des valeurs traditionnelles. L'immense et monstrueuse tour de Zarnagrund, la cité du feu et de la désolation, domine la plaine de Zarduk. Cette gigantesque cité est faite d'obsidienne noire et brûle de la lueur rouge de milliers de fournaises diaboliques. Alors que les nains évitent la magie, les nains du chaos la pratiquèrent à outrance et devinrent de puissants sorciers, créateurs d'horribles machines ensorcelées. Ils construisirent la tour de Zarnagrund sous la forme d'une montagne, l'érigeant niveau après niveau jusqu'au sommet. À son pinacle, ils élevèrent un temple dédié à leur dieu diabolique, Ashut, le père des ténèbres. Les nains du chaos creusèrent des mines autour de leur sombre cité, s'enfonçant profondément à la recherche des richesses souterraines. Ils construisirent des machines qui utilisaient la vapeur dégagée par la chaleur des roches en fusion. Ils pratiquèrent l'extraction du charbon, qu'ils amassèrent en tertre noir. Ils forèrent pour trouver du pétrole et du goudron et créèrent des bassins de stockage formant de vastes lacs poisseux dans la plaine. Dans les montagnes, ils creusèrent des carrières pour paver les routes quadrillant leurs terres, afin que les innombrables richesses de la terre parviennent à leur cité cyclopéenne. Les déchets de milliers d'années d'exploitation remplirent la plaine de Zarduk, où les industries déchiraient la terre, lui infligeant à jamais d'horribles cicatrices. Sous le vacillement des flammes d'innombrables forges, des milliers d'esclaves, créatures et de races diverses, faites prisonnières lors de batailles ou capturées par les orques de l'Ouest, travaillaient sous le fouet des nains du chaos. La tour de Zarnagrund. La tour de Zarnagrund s'élève au centre de l'empire des nains du chaos. Elle est l'objet de tous leurs labeurs et de toutes leurs entreprises. Bien qu'il existe de nombreuses mines, ateliers, fonderies et forteresses à travers la plaine de Zarduk et au-delà, il n'existe qu'une unique et gigantesque cité dans tout l'empire. La tour de Zarnagrund est faite d'obsidienne, une roche volcanique noire qui réfléchit les lames des myriades de fournaises qui brûlent jour et nuit. La cité entière est construite sur d'immenses marches, comme une ziggourate. Chaque marche mesure des centaines de mètres de hauteur et est surmontée de remparts qui s'élancent vers le ciel comme une rangée d'horribles crocs. Chaque marche est un carré, et le premier degré est percé de 4 immenses portes de fer. Les portes sont aussi hautes que les murs et d'une épaisseur plus que nécessaire pour leur défense.
Des portes de l'Est et de l'Ouest, des routes pavées d'or et de bronze mènent aux montagnes des larmes et aux terres sombres. Les portes du Nord et du Sud sont les écluses de la rivière de la ruine. Les eaux froides de la rivière s'écoulent dans la cité en venant du Nord. Elles sont utilisées pour refroidir les forges des sorciers nains du chaos, alimenter les machines à vapeur et drainer les eaux polluées des nombreuses manufactures vers le sud. Lorsqu'elles quittent la cité, la rivière est souillée de déchets jaunes et rouges, chargée de sédiments nocifs et ses eaux fumantes sont boueuses et empoisonnées. Un long nuage jaune flotte au-dessus de la rivière et ses berges sont tachées de dépôts polluants et colorés. Des milliers d'immenses fournaises brûlent dans tout Zarnagrund, fondant les métaux qui sont le sang de la cité. La cité est un immense et grouillant atelier plein de fumée et de bruit, illuminé par ses feux et vibrant de ses vastes et puissantes machines. De gigantesques presses hydrauliques emboutissent des plaques de fer et de bronze avec un son profond et rythmé, comme le battement du cœur d'un dieu cyclope. D'immenses chaudrons bouillonnent de métal en fusion et versent leur contenu dans des moules aux formes complexes. Le rugissement des fournaises, les grincements des immenses roues et le déchirement des machines ensorcelées remplissent l'air chargé de vapeur huileuse. Le bruit et le labeur ne s'arrêtent jamais. Les terres sombres sont envahies par les épais nuages volcaniques et la fumée des ateliers de Zarduk. Ainsi la tour de Zarnagrund baigne-t-elle dans un crépuscule constant, illuminée par les feux incandescents de ses propres forges. Le temple d'Ashut. Au sommet de la cité se dresse le temple d'Ashut, le dieu taureau des nains du chaos, qu'il nomme le père des ténèbres. Son temple est gardé par des centaures taureaux, des nains du chaos ayant muté depuis longtemps. Ils ont le corps d'un taureau mais le torse d'un nain du chaos, avec de longues défenses crochues et des barbes crépues. Dans le temple, ces gardiens accomplissent des rites sanglants, lançant des prisonniers dans des chaudrons de métal en fusion entourés par les rires assourdissants des sorciers nains du chaos. Sur le toit du temple se dresse une statue en fer d'Ashut. Son ventre creux contient une fournaise alimentée au charbon qui lui donne une couleur rouge flamboyant. Le dieu est l'incarnation de la cité. Sa divinité est son maître, dont le pouvoir se transmet aux sorciers nains du chaos et pour lequel on sacrifie dans le feu des milliers d'esclaves. Les sorciers nains du chaos. Les sorciers nains du chaos règnent sur la tour de Zarnagrund en tant que seigneurs et maîtres des nains du chaos et grands prêtres du culte d'Ashut. Leurs connaissances sont vastes et anciennes. Leur maîtrise de la mécanique et de la magie combinée leur permet de créer des machines ensorcelées au grand pouvoir de destruction. Ce sont les sorciers nains du chaos qui construisirent la cité dans les temps anciens, qui taillèrent ses formes dans l'obsidienne, érigèrent ses sombres tours et façonnèrent ses portes imposantes. Ils sont peu nombreux, sans doute pas plus de quelques centaines. Les sorciers nains du chaos tiennent de grands conclaves maléfiques dans l'enceinte du temple d'Ashut. C'est là qu'ils élaborent leur plan de domination. Il n'y a ni chef, ni hiérarchie formelle en leur sein, mais la parole des plus anciens et des plus puissants d'entre eux prévaut, car comme les autres nains, ils respectent l'âge et la connaissance. Chaque sorcier nain du chaos contrôle une partie de la cité, avec ses ateliers, ses forges, ses esclaves et ses guerriers. Ce territoire est considéré comme son domaine personnel. Si les nains du chaos sont, comme tous les nains, résistants à la magie, ils ne sont cependant pas complètement immunisés à ses effets. À mesure que les nains du chaos utilisent la magie, celle-ci opère des changements sur leur corps, créant des transformations horribles. Après des siècles de labeur, un sorcier nain du chaos commence à changer. Cette mutation est lente, mais une fois qu'elle a commencé, le destin du sorcier est scellé à jamais. En commençant par ses pieds, le sorcier se transforme petit à petit en pierre. Au début, ses jambes deviennent grises et dures, l'empêchant de se déplacer. Et ses serviteurs sont obligés de le porter ou de le placer dans une machine qui lui permet de se mouvoir. Puis son torse se transforme également en pierre, augmentant sa résistance. Une fois ses bras minéralisés à leur tour, il devient entièrement dépendant de ses serviteurs pour utiliser sa magie, car la seule chose qu'il peut faire est donner ses ordres en regardant travailler ses serviteurs. Après quelque temps, son corps entier est transformé en pierre et il devient une statue. Les statues des sorciers nains du chaos sont alignées autour de la tour de Zarnagrund, formant d'innombrables rangs de pierres grises montant la garde aux alentours de la cité. Les guerriers nains du chaos. Les nains du chaos sont relativement peu nombreux. Les vastes groupes d'esclaves qui peinent dans la tour de Zarnagrund et dans la plaine de Zarduk les dépassent largement en nombre. Tous les nains du chaos appartiennent à l'un des sorciers, dont ils sont les sujets et les parents, liés par des liens de sang qu'aucun nain du chaos n'oserait briser. Des bandes de nains du chaos sillonnent les terres sombres à la recherche d'esclaves pour les mines et les forges de Zarnagrund, ou pour les sacrifices dans le temple d'Ashut. L'acquisition d'esclaves est vitale pour les nains du chaos, car ils sont totalement dépendants d'eux pour le fonctionnement de leur manufacture et de la ville. Les bandes de nains du chaos traversent des centaines de lieues pour attaquer des forteresses d'orques ou de gobelins dans les montagnes des larmes. Et lorsqu'ils capturent une tribu,
Ils ramènent autant de prisonniers que possible. Plus ils font de prisonniers, plus leur mission est une réussite. Toutes leurs conquêtes ont pour but de faire des prisonniers. Les nains du chaos ne désirent pas étendre leur empire car les montagnes des larmes et la plaine de Zarduk contiennent toutes les richesses dont ils ont besoin. Parfois, de grandes armées de nains du chaos marchent contre les tribus orques et gobelins, les soumettant une à une avant de retourner à la tour de Zarnagrun grossie par de longues colonnes d'esclaves. Les nains du chaos lancent également des raids dans le nord, attaquant les farouches tribus de cavaliers humains des hautes terres septentrionales. Mais ce sont des terres très lointaines pour eux, et les tribus nomades préfèrent souvent fuir que combattre. À ce jour, la région la plus à l'ouest que les armées des nains du chaos aient atteinte est la verdoyante vallée des versants lointains, une province de Kislev, qui s'étend sur les collines orientales au pied des montagnes du bord du monde. Des bandes plus petites de nains du chaos se sont aventurées aussi loin que le défilé de la mort, où elles ont rencontré de nombreuses tribus gobelines vivant dans les régions occidentales des terres sombres. Les nains du chaos font le commerce des esclaves avec les tribus gobelines, choisissant d'utiliser les gobelins comme intermédiaires plutôt que de s'aventurer plus avant dans le vieux monde. De cette manière, des prisonniers nains et humains du vieux monde sont d'abord capturés par les gobelins, puis vendus aux nains du chaos, pour finalement finir leur jour dans les fosses de Zarduk, ou sur l'autel incandescent d'Ashut. Les orques noirs. Il y a de nombreuses années, les sorciers nains du chaos essayèrent de créer leur propre race d'orques, une race d'esclaves qui pourrait travailler dans les régions les plus hostiles de leur empire. Ils avaient déjà des milliers d'esclaves orques et gobelins, mais les nains du chaos les trouvaient insoumis et inefficaces car ils se battaient constamment entre eux. Utilisant une magie maléfique et une soigneuse sélection, les nains du chaos créèrent un nouveau type d'orques, plus forts que les orques ordinaires, plus loyaux et ignorant les effets de l'animosité. C'est ainsi que vinrent au monde les orques noirs. Au début, leur expérience fut un succès, mais bientôt les nains du chaos réalisèrent que leur création, bien que résistante, avait un esprit trop indépendant pour faire de bons esclaves. Avant eux, les orques et les gobelins étaient trop absorbés par leurs querelles internes pour se rebeller contre leur maître. Les orques noirs étaient bien organisés, déclenchant souvent des rébellions et menant des armées d'orques et de gobelins révoltés. Après avoir plusieurs fois frôlé le désastre, quand les armées d'orques noirs ravagèrent la tour de Zarnagrund, les nains décidèrent de les chasser de la cité à jamais. De nombreux orques noirs s'échappèrent dans les montagnes des larmes, où leurs descendants résident encore, alors que d'autres s'enfuirent vers l'ouest et atteignirent le vieux monde. Les nains du chaos tuèrent un grand nombre d'orques noirs, mais ils laissèrent des tribus libres de vivre dans les montagnes où ils pourraient les recruter pour leurs armées. Les hobgoblins. Lors de la plus grande et de la plus sauvage rébellion des orques noirs, les nains furent presque vaincus. Largement dépassés en nombre par leurs anciens esclaves qui s'avançaient dans les strates de la cité, ils se battaient à chaque niveau, se rapprochant de plus en plus du temple d'Ashut. Au dernier moment, la cité fut sauvée par la traîtrise des hobgoblins, qui s'étaient rebellés avec les orques noirs. Changeant une fois de plus d'allégeance, ils se retournèrent contre les orques rebelles. Les hobgoblins s'attirèrent ainsi la haine des autres peaux vertes, qui, depuis ce jour, les détestèrent profondément. Les hobgoblins bénéficient des faveurs des nains du chaos et ne s'occupent pas de ce que pensent d'eux les autres peaux vertes. À la différence des autres esclaves, ils ne sont pas utilisés pour travailler dans les fosses ou les ateliers, mais servent de guerriers. C'est une race cruelle et maléfique, qui reste aussi déloyale et lâche au service des nains du chaos qu'elle l'était aux côtés des orques noirs. Les autres peaux vertes les haïssent et les tueraient bien s'ils n'étaient sous la protection des nains du chaos. Les hobgoblins ont une apparence bien spécifique. Plus grands que les gobelins, auxquels ils ressemblent, ils sont moins robustes que les orques. Leur apparence générale est fine et sournoise, avec des yeux étroits et une bouche méprisante aux dents pointues. Ils chevauchent des loups géants et sont souvent équipés d'arcs pour décimer l'adversaire à distance. Les nains du chaos utilisent de nombreux hobgoblins dans leurs armées mais ne leur font pas réellement confiance. Ils savent que les hobgoblins sont détestés par les autres peaux vertes et ne pourraient survivre sans leur protection. Bestiaire des nains du chaos. Nains du chaos. L'exacte origine des nains du chaos n'est pas tenue pour certaine. Dans un lointain passé, certains nains émigrèrent vers le nord sur les terres du Grand Crâne ou Zornuscul, puis vers le sud le long des montagnes des Larmes. Ces explorateurs étaient sans aucun doute les ancêtres des nains du chaos. Depuis cette époque, les grands flux du chaos ont opéré de terrifiantes altérations sur leur corps et dans leurs âmes. Les nains du chaos sont des créatures égoïstes, maléfiques et consacrant tout leur labeur à la construction de leur grande capitale, la tour de Zarnagrund. Les armées des nains du chaos sillonnent les terres sombres, à la recherche d'esclaves pour remplir leur cité et travailler sous la terre dans les mines qui l'entourent. Physiquement, les nains du chaos ressemblent aux autres nains. Leur résistance à la magie leur a permis de limiter les mutations que le chaos opère généralement sur les autres créatures. À part leur longue défense, ils n'ont que peu de mutations. Certains développent des traits taurins,
ayant des sabots et même des cornes, mais ces mutations apparaissent rarement chez les guerriers. Ce sont les sorciers qui en sont le plus affectés à cause de leur magie. À la différence des autres nains, les nains du chaos sont très versés dans la magie. Les sorciers nains du chaos dirigent la tour de Zarnakund. Ils sont les maîtres de leur race, dirigeant les travaux des esclaves et planifiant les conquêtes des armées. Ce sont également les grands prêtres du culte d'Ashut, le père des ténèbres, dont le temple flamboyant se dresse au sommet de la ville. La statue de fer d'Ashut a la forme d'un gigantesque taureau qui brûle d'une lueur flamboyante grâce à la fournaise creusée dans son ventre. Les nains du chaos sacrifient les esclaves à leur dieu en les lançant dans des chaudrons de métal en fusion ou en les faisant cuire dans leur fournaise infernale. L'utilisation des nains du chaos a grandi loin des influences et des progrès du vieux monde et a acquis son propre caractère. Les nains du chaos portent des armures faites de plaques de métal liées entre elles par des attaches souples qui leur donnent une bonne résistance tout en gardant une certaine flexibilité. Cette armure est habituellement peinte en rouge. Ils portent également des aumes extrêmement grands pour se protéger et indiquer leur statut social. Selon le rang de leurs porteurs, les aumes ont des formes différentes et sont décorés de manière spécifique. Les personnages les plus importants portent des aumes particulièrement imposants aux décorations élaborées. Tous les nains ont une barbe fournie et la coutume des nains du chaos est de friser la leur de manière exotique. Cela leur donne un air encore plus féroce et fait ressortir leur défense crochue. Règle spéciale. Armure. Les nains du chaos sont des créatures robustes qui peuvent supporter plus facilement le poids d'une armure que les fragiles humains ou les autres races. Un nain du chaos a donc un mouvement de 7,5 cm quelle que soit l'armure qu'il porte. Fuite et poursuite. Les nains du chaos ne sont pas particulièrement rapides, même lors des combats frénétiques et des poursuites. Pour représenter ce fait, lorsque des nains du chaos fuient ou poursuivent, retirez 1 du résultat des 2d6 qui déterminent leur mouvement. Magie. Comme décrit dans Warhammer Magie, les autres nains bénéficient d'une résistance naturelle à la magie et leur dissipation magique fonctionne toujours sur un 4+, même s'il n'y a aucun sorcier dans leur rang. Cette sauvegarde ne s'applique pas aux nains du chaos qui utilisent l'anti-magie exactement comme les humains ou les autres armées. Les sorciers nains du chaos. Les sorciers nains du chaos n'utilisent pas les mêmes cartes de sorts que les autres sorciers du chaos. Ils ont leur propre paquet composé de 10 cartes de sorts. Les cartes de sorts sont distribuées de la même façon que pour les sorciers des collèges impériaux. 1 pour les sorciers, 2 pour les champions sorciers, 3 pour les maîtres sorciers et 4 pour un seigneur sorcier. Lorsqu'il examine ces cartes, le joueur peut choisir d'en échanger et peut prendre des cartes provenant du même paquet. Centaures taureaux. Les centaures taureaux sont des créatures avec le torse d'un nain du chaos et le corps d'un féroce taureau. Il y a bien des siècles, lorsque ces nains furent corrompus par le chaos, certains d'entre eux furent transformés en centaures taureaux. Depuis ce jour, les centaures taureaux gardent la grande statue du temple d'Ashut qui se dresse au sommet de la tour de Zarnagrund. Ils ont l'esprit aussi vif et intelligent que les nains du chaos et sont entièrement dévoués au culte d'Ashut, le père des ténèbres. Les sorciers nains du chaos leur font entièrement confiance et leur confient souvent des missions dangereuses et complexes. Bien qu'ils soient peu nombreux, ils sont plus puissants que les nains du chaos et plus rapides au combat. Ils comptent dans leur rang des personnages importants, mais aucun d'entre eux n'est sorcier. Grand Taurus. Le Grand Taurus est un monstre immense et terrifiant, ayant le corps d'un imposant taureau et les ailes d'un dragon. Ces créatures sont parquées dans de grandes étables sous le temple d'Ashut, le dieu taureau des nains du chaos. De puissants nains du chaos chevauchent les Grands Taurus au combat. La créature est entourée de flammes d'une terrifiante intensité et de fumée. Lorsqu'elle se déplace, des étincelles jaillissent sous ses sabots et des éclairs courent entre ses pattes. Son souffle s'enflamme dans de grands rugissements et de la fumée noire s'échappe de sa gueule béante. Les nains du chaos croient que les Grands Taurus sont d'anciens nains qui ont muté sous l'influence du chaos, devenant des taureaux ardents ressemblant à la statue du dieu Ashut lui-même. Les nains du chaos appellent parfois les Grands Taurus les taureaux rouges d'Ashut. Règle spéciale. Vol. Le Grand Taurus a d'immenses ailes qui lui permettent de voler comme décrit dans le livre de règles de Warhammer. Terreur. Le Grand Taurus provoque la terreur comme décrit dans le livre de règles de Warhammer. Rappelez-vous que les créatures causant la terreur engendrent aussi la peur. Peau ardente. La peau du Grand Taurus luit d'un rouge flamboyant et est parcourue d'étincelles. Elle le protège comme une armure. Le Grand Taurus a donc une sauvegarde d'armure de 4, 5 ou 6. Souffle enflammé. Le Grand Taurus peut lancer des flammes sur ses ennemis. Utilisez le gabarit en forme de flamme de la boîte de base de Warhammer. Placez la pointe contre la gueule du Grand Taurus et la partie large sur la cible. Toutes les figurines se trouvant sous le gabarit sont touchées sur un résultat de 4+ sur un D6. Chaque figurine touchée subit une blessure de force 3. Les dommages et les sauvegardes sont effectués normalement. Ce souffle peut mettre le feu à des bâtiments. Voir le livre de règles de Warhammer.
et causer des dégâts supplémentaires aux créatures inflammables comme les hommes arbres et les momies. Lamassu. Le lamassu a le corps d'un gigantesque taureau, une queue en forme de masse hérissée de pointes et une imposante et horrible tête. Les nains du chaos croient que le lamassu est une mutation rare du grand taurus. Une créature dont les ancêtres étaient des nains du chaos transformés par la corruption du chaos en un immense monstre aux formes taurines. L'origine des lamassu est mise en évidence par leur défense, leur crinière bouclée et leur intelligence considérable. C'est une créature possédant des propriétés magiques. Son souffle n'est pas fait d'air, mais de pure énergie magique, la dotant du pouvoir des vents magiques. Lorsqu'elle expire, la créature émet des nuages tourbillonnants de magie noire qui entourent le lamassu d'un pouvoir protecteur. Le lamassu est la monture favorite des sorciers nains du chaos. Règle spéciale. Terreur. Le lamassu cause la terreur comme décrit dans le livre de règles de Warhammer. Rappelez-vous que les créatures qui causent la terreur engendrent aussi la peur. Vol. Le lamassu possède d'immenses ailes qui lui permettent de voler comme décrit dans le livre de règles de Warhammer. Exhalaison ensorcelée. Le lamassu exhale une énergie magique qui l'entoure d'un nuage de protection. Si un sort est lancé sur le lamassu ou son cavalier, il échouera sur un jet de 4, 5 ou 6 sur un des 6, de la même façon qu'une carte d'anti-magie jouée par un sorcier. Un seul jet est autorisé pour chaque sort lancé sur la créature. Si vous ne réussissez pas, les cartes d'anti-magie pourront être utilisées normalement. De plus, le sombre nuage de magie gêne et dévie les attaques magiques portées contre le lamassu ou son cavalier lors d'un corps à corps. Si un ennemi essaie de frapper le lamassu ou son cavalier avec une arme magique, la chance pour toucher est toujours réduite de -1 sans prendre en compte les bonus ou autres considérations. Le minimum pour toucher est donc de 2+, car même une arme qui normalement touche automatiquement doit réussir un jet de 2+. L'ennemi équipé d'une arme magique peut choisir d'utiliser à la place une arme normale, qui touchera et blessera normalement. Notez que cette règle ne s'applique qu'aux armes de corps à corps et non aux boules de feu, éclairs ou autres pouvoirs magiques. Qu'une arme peut posséder, ses effets sont considérés comme des sorts et peuvent être stoppés avec la capacité anti-magique du lamassu, comme décrit plus haut. Hobgoblins. Les hobgoblins sont plus grands que les gobelins, sans être aussi robustes que les orques. Ils ont une apparence maigre et sournoise, avec des yeux étroits et une bouche méprisante aux dents pointues. Les nains du chaos utilisent de nombreux hobgoblins dans leurs armées, sans leur faire réellement confiance. Les nains du chaos savent que les hobgoblins sont haïs par les autres peaux vertes, et qu'ils ont besoin de leur protection pour survivre. Règle spéciale. Animosité. Les hobgoblins sont affectés par l'animosité des orques et des gobelins, expliqué dans le livre Orques et Gobelins. Si votre armée comprend des bandes de hobgoblins, ainsi que des bandes d'orques et de gobelins, ces derniers réussiront automatiquement leur test d'animosité. Aucun jet de dés n'est effectué, on considère simplement que les bandes ont réussi leur test d'animosité. Ceci est dû au fait que les autres peaux vertes n'ont aucune confiance dans les hobgoblins et préfèrent mettre en veilleuse leur querelle pour surveiller ces traîtres. Les hobgoblins doivent effectuer normalement leur test d'animosité et peuvent toujours attaquer ou tirer sur les gobelins et les orques comme décrit dans les règles sur l'animosité. Panique. Si les hobgoblins se démoralisent ou fuient devant une unité de gobelins ou d'orques, aucun test n'est effectué. En fait, la vue des hobgoblins en fuite et se faisant massacrer ne déclenche chez les autres peaux vertes que des acclamations de joie et une franche rigolade. Les hobgoblins n'ignorent pas la fuite des gobelins et des orques. Ils doivent donc effectuer un test de morale lorsqu'une unité d'autres peaux vertes s'enfuit devant eux. Commandant orque noir. Les chefs et les grands chefs orques noirs, pouvant normalement commander des unités de peaux vertes, refusent de commander une unité de hobgoblins. Qui pourrait les en blâmer? Frappe avec des flèches, frappe avec des couteaux, des épées et des lances. Frappe vite où ça fait mal, mais frappe toujours dans le dos. Gordius frappe dans le dos, chef hobgoblin.